Nous accueillons Stéphanie Kaufmann pour une deuxième présentation sur la sonde gastro-jéjunale en pratique. Indication, pause, nutrition et suivi. Je vais vous parler de la nutrition jéjunale ou plus en pratique, en fait, dans ce qu'on fait habituellement, plutôt la nutrition post-pylorique. Donc la nutrition jéjunale, selon le papier de l'ESGAN de 2019, au sens strict, c'est une nutrition qui est réalisée au moins 40 cm après l'angle de Treitz, ce qui est quand même pas quelque chose de complètement facile à atteindre. Elle n'est jamais utilisée en première intention, mais uniquement en cas d'intolérance de la nutrition gastrique et surtout en cas d'effet indésirable majeur de celle-ci, comme par exemple les vomissements incoercibles ou les inhalations. Elle peut être utilisée en l'absence d'obstacles post-pyloriques, principalement les obstacles organiques, les sténoses, plus ou moins fonctionnels, même si ça c'est à discuter, et idéalement sans défaut d'absorption sous-jacent, mais ce qui est aussi parfois un peu discutable. Il s'agit d'une alternative à d'autres prises en charge, donc c'est quelque chose qui peut être temporaire ou définitif, et une alternative principalement aux chirurgies, notamment anti-reflux. Donc plusieurs accès post-pyloriques sont disponibles pour administrer cette nutrition jéjunale, la sonde nasoduodénale, la sonde gastro-jéjunale et enfin l'accès direct avec la sonde jéjunale. Les recommandations de l'ESGAN sont de bien vérifier évidemment l'indication et les contre-indications de la réalisation de ces modalités de nutrition. Et donc elle peut être proposée, je vous le disais, en cas d'inefficacité de la nutrition ou d'effet indésirable de la nutrition gastrique, mais qui a été optimisée avec notamment l'utilisation en débit continu d'une nutrition à partir d'un soluté hydrolysé ou élémentaire. L'ESGAN recommande également d'avoir essayé au moins un prokinétique en association à cette nutrition continue pour optimiser la vidange gastrique. Elle est contre-indiquée donc en cas d'obstruction mécanique de façon stricte. En cas d'obstruction fonctionnelle, c'est plus discutable. Et nous, par exemple, on a déjà vu proposer chez des patients atteints de POIC. Avant la mise en place de cette nutrition jéjunale de façon systématique, il faut donc éliminer l'obstacle post-pylorique, donc par une endoscopie ou une opacification, donc à réaliser ici de façon systématique. Et puis au cas par cas, il est recommandé de réaliser une pH impédance-métrie pour bien objectiver l'importance du reflux, une étude de la vidange gastrique, avec en particulier une scintigraphie gastrique, même en l'absence de normes chez le tout petit. C'est un examen qui peut nous aider à évaluer la vidange. Et puis, quelque chose que moi, en tout cas, je n'utilise pas, en tout cas, je pense qu'on n'en a pas chez nous, on pourrait utiliser la manométrie entroduodénale. Alors le premier abord possible, c'est la sonde nasoduodénale. Alors ça, c'est une solution très temporaire que généralement on utilise finalement pour tester la tolérance et l'efficacité de cette modalité de nutrition avec une sonde, donc nasoduodénale, qui doit être changée toutes les 3 à 4 semaines. Alors idéalement, comme pour toutes les modalités de nutrition jéjunale, son extrémité doit être placée après le Treitz, et ça peut être plus ou moins bien réussi. Les conditions de pose, effectivement, sont plutôt difficiles. Globalement, le patient décubitus latéral droit, idéalement qui coopère un peu. On peut s'aider de sondes lestées, parfois des sondes munies d'un guide, ou encore des sondes en queue de cochon qui, une fois posées dans l'estomac par le péristaltisme, finalement vont migrer en transpylorique. Elles peuvent être posées avec un contrôle SCOPI, ou pour certaines équipes avec un guidage électromagnétique qui permet de visualiser l'avancée de la sonde sans avoir besoin d'irradier l'enfant. Pour favoriser le passage transpylorique, on peut insuffler de l'air, 10 ml/kg maximum 500 ml, vraiment pour favoriser la sortie de la sonde de l'estomac. Certaines équipes utilisent du G30. Pour l'ESGAN, pas d'indication à l'utilisation de prokinétique, mais certaines équipes l'utilisent et le proposent. Certains posent également cette sonde, proposent de la poser par voie endoscopique. Alors en posant une sonde naso-duodénale par voie endoscopique, notre expérience c'est plutôt quand on retire l'endoscope, finalement la sonde elle revient avec et que c'est pas forcément quelque chose de simple. On pourrait se dire de passer un fil guide et puis de glisser sur cette sonde, sur ce fil guide, la sonde nasoduodénale, comme on ferait par exemple pour une bougie, pour une Savary, sauf que la sonde alors serait obstruée par le fil guide. Je ne suis pas certaine qu'il passerait correctement. En tout cas, de la poser endoscopiquement, cette sonde, pour certaines équipes, ça permet de la fixer et d'éviter la migration. Une fois qu'elle est positionnée, le contrôle de sa position post-pylorique doit être fait soit par drainage
du liquide qui est bilieux, soit par contrôle du pH de ce liquide drainé, sous réserve que le patient ne reçoive pas d'IPP, avec à la bandelette pH un pH qui doit être autour de 7, au minimum 3-4, idéalement autour des 7-8 pour être en bonne position. On peut effectuer, quand les sondes sont radio-opaques, un contrôle radio, et puis parfois, il faut bien le dire, la position elle est contrôlée par une nutrition test, c'est-à-dire qu'on passe la nutrition à petit débit, et puis finalement, on se rend compte si celle-ci est tolérée ou pas. Ce qui arrive d'ailleurs parfois, c'est de se dire que finalement, elle est tolérée, mais la sonde n'est pas en place, et peut-être qu'il faut revoir l'indication de la nutrition post-pylorique. Le principal problème donc, de cette sonde sont les retraits accidentels, le fait qu'elle migre, qu'elle remonte très facilement, qu'elle s'obstrue, comme quasiment tous les dispositifs de nutrition post-pylorique, et puis qu'elle peut se compliquer d'escarre au niveau des ailes du nez. Deuxième dispositif, c'est la sonde gastro-jéjunale. Donc on chante maintenant le nez, on passe directement au niveau de la paroi gastrique. Cette sonde, elle offre l'énorme avantage de permettre de faire de façon simultanée à l'alimentation, à l'administration d'un soluté. Elle permet de faire un drainage gastrique. Alors il y a différents types de sondes. Alors si je montre la télé, ça ne va pas vous avancer. Voilà, différents types de sondes avec la portion extérieure, plus ou moins longue à l'extérieur, plus ou moins longue à l'intérieur, avec ici donc les 3 embouts, jéjunal gastrique et l'embout du ballonnet qui se trouve ici. À l'extrémité du ballonnet, un orifice qui permet donc de faire le drainage gastrique, et puis ici c'est l'extrémité de la sonde qui va passer en transpylorique pour aller délivrer ici la nutrition. Les sondes existent également sous forme de boutons qui peuvent être positionnés également par le gastrostome. Donc elles sont utilisées à moyen terme, mais elles ont un service après-vente qui est quand même assez lourd, et donc elles doivent être changées régulièrement, et donc les précautions d'utilisation, je vais y revenir plus tard, sont vraiment importantes à respecter. Les laboratoires généralement suggèrent un changement systématique tous les 3 mois, c'est globalement ce que nous aussi on propose. D'autres équipes effectuent un changement à la demande finalement quand elles migrent. À l'extrémité des sondes, il y a un petit fil, alors là je ne sais pas, moi je le vois bien mais je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un petit fil dont nous on ne se sert pas, mais que certaines équipes utilisent pour fixer finalement l'extrémité de la sonde et éviter la mobilisation. Cette sonde, elle peut être posée par voie radiologique, chirurgicale ou endoscopique, et finalement c'est pas si récent que ça la pose endoscopique, puisque la première description remonte à 84. Elle est posée sous anesthésie générale initialement, et puis le temps passant, elle est posée parfois sous sédation simplement, parfois même sans sédation, puisque notamment quand le gastrostome est déjà en place, finalement, en tout cas, ça ne nous semble pas trop douloureux. Donc, pose de cette sonde par un gastrostome préexistant ou non, et il est possible de faire une gastrojéjunostomie en un temps, faire la gastrostomie et directement donc mener la sonde en post-pylorique. Donc, idéalement au-delà du TRITES, et donc dans tous les cas, pour cette sonde, la position doit être vérifiée par opacification. De façon très pratique, j'attire votre attention sur l'extrémité des sondes. En fonction du diamètre et de la longueur des sondes, vous voyez que l'embout jéjunal se trouve soit au milieu, soit à l'extrémité. Or, ces inscriptions, avec le temps, elles s'effacent, et il ne faut pas longtemps pour qu'elles s'effacent, d'où l'importance de vraiment, quand on pose ce type de sonde, de bien le signaler et de bien le transmettre à l'ensemble des équipes qui vont prendre en charge l'enfant, puisqu'il est vraiment facile de se tromper et puis d'administrer finalement la nutrition en gastrique ou d'administrer les traitements en jéjunal. Les complications liées à la pose de sonde, globalement, quelle que soit la technique qui a été utilisée, radiologique ou endoscopique ou chirurgicale, sont essentiellement des complications mineures, mécaniques, avec l'obstruction, la migration de la sonde, les problèmes de rupture de ballon ou de fissure de la sonde dans son orifice externe. Il a également été décrit, là vous voyez, un vrai problème de migration de sonde. Il a également été décrit des problèmes de diarrhée ou d'inhalation, peu fréquemment dans les anciennes études, mais probablement parce qu'en fait, ça n'était pas relevé. Réellement, ce qui nous embête le plus dans ces sondes, c'est la migration. Donc la pose de cette gastrojéjunostomie en un temps, je vais passer rapidement là-dessus, puisque la technique initiale, elle est très très proche, en tout cas pour toute la première partie, de la pose d'une gastrostomie selon la méthode Pusch.
dont certains ont pu pratiquer, là d'ailleurs, pendant l'atelier qui était proposé par Jérôme. Donc on a le kit introducer. Après une bonne transillumination, on identifie la zone où on va effectuer le point de ponction. Donc là, c'est les 3 angles de gastropexie. Donc une bonne transillumination, on a une bonne empreinte du doigt. Hop, l'endoscopiste ou son aide pique au centre du triangle. À l'intérieur de cette aiguille, on va passer un fil guide qu'on voit ici apparaître. Et ensuite, sur ce fil guide, on va introduire progressivement les différentes tailles de dilatateurs qu'on va faire coulisser. Une fois que le dilatateur est introduit jusqu'à son diamètre maximal, on va peler le dilatateur. Alors là, c'est l'étape où juste avant, théoriquement, on a fait la mesure de l'épaisseur de la paroi. Mais là, on ne va pas poser un bouton, on va poser une sonde gastro-jéjunale. Donc, on ne va pas y mettre le bouton de gastrostomie, mais nous, on va y glisser le néonatoscope. Une fois que le néonatoscope est introduit, on va, sous contrôle de la vue, le guider et tenter de le faire passer avec plus ou moins de difficulté, de cathétériser le pylore et de l'amener jusqu'au niveau de l'angle de Trice. Une fois que l'endoscope est bien positionné, on va y introduire le fil guide. Et là, le rôle de l'aide endoscopiste est vraiment important, puisqu'il faut introduire le fil guide, puis tout doucement retirer l'endoscope, mais de façon vraiment très précautionneuse, afin qu'il n'y ait pas de bouclage. Donc là, vous voyez, tout doucement, l'aide endoscopiste va retirer vraiment centimètre par centimètre. Alors que Madame Guimbert pousse tranquillement la sonde, le fil guide à travers l'endoscope. Dès que l'endoscope est sorti, l'aide endoscopiste saisit et surtout ne lâche pas le fil guide au niveau du gastrostome. On peut ou non vérifier la position du fil guide par une scopie, puis sur ce fil guide, l'endoscopiste, Dr Antoine, va faire coulisser la sonde, toujours avec l'aide vraiment l'aide endoscopiste, là, elle a un rôle central. Voilà, qui va toujours maintenir vraiment la sonde. Là, l'enfant, vous voyez, il est juste soumis au pas. Hein. Et donc faire coulisser tout doucement jusqu'à faire passer le ballonnet. Puis on gonfle le ballonnet. Et quand celui-ci est gonflé, la sonde théoriquement est bien positionnée. On peut retirer le fil guide, elle ne bougera pas. Une fois que la sonde est posée, on vérifie sa bonne position. Alors, soit on peut commencer à se douter qu'on est bien positionné parce que très souvent, on a un reflux bilieux qui arrive au niveau de la sonde. Mais dans tous les cas, il faut procéder à une opacification. Et donc, on voit très facilement quand on est bien positionné. La gastrostomie perendoscopique, donc une étude récente de l'équipe qui a été publiée par Sophie Almedi là, en début d'année, sur 107 poses de gastro-jéjunales qui ont été réalisées sur une dizaine d'années, 2019, donc 107 poses, dont 2 tiers étaient faits avec anesthésie générale, 1 tiers sans anesthésie générale, chez des enfants qui étaient aussi jeunes que 5 mois et aussi légers que 5 kilos. Donc on n'a pas eu trop de limites de poids, de taille. Donc en tout cas, 2 tiers de ces patients présentaient un reflux gastro-œsophagien et c'était principalement l'indication de la pause. Et parmi ces 2 tiers, seulement 30% finalement ont nécessité une chirurgie de Nissen. Les principales complications décrites sont finalement les complications précoces qui avaient déjà été décrites dans les autres études, hein, donc obstruction, mobilisation de la sonde, fissuration et nécessité donc de remettre en place cette sonde. Obstruction-migration qui ont imposé un changement régulier qu'on faisait initialement à la demande, maintenant qu'on fait plutôt de façon systématique, avec sur la durée de l'étude entre 0 et 10 changements de sonde par enfant, en moyenne de 2,5. La durée médiane de position de sonde en place était de 70 jours. Dans cette étude, les complications sévères décrites étaient peu nombreuses, mais quand même. On a eu en paire opératoire, en paire procédure immédiat, 2 pneumopéritoines. Alors finalement, ça s'est un petit peu attendu parce que c'est dépendant de la technique utilisée. Il y en a quand même un qui a nécessité une exsufflation. Un pneumopéritoine un peu plus tard, au moment d'un changement de sonde, où en fait, on n'a pas attendu, je pense, enfin c'est même sûr, suffisamment longtemps entre la
première pose de gastrostomie et le changement, et finalement la pexie s'est décrochée, la gastropexie s'est décrochée en passant l'endoscope par le gastrostome. 5 bronchospasmes au moment de l'intervention chez des patients qui étaient sous-âgés, des poussées d'HTAP, donc quand même 2 qui se sont soldées par un décès, mais pas liées strictement à la procédure, juste liées au terrain des patients, qui sont évidemment des patients lourds. À plus long terme, on a eu des invaginations à 4 reprises, dont une avec translocation, une perforation, et puis donc 2 décès en péropératoire précoce, 8 dans le suivi, mais jamais de décès strictement liés au dispositif de nutrition. Compte tenu des perforations, ce qui avait déjà été décrit rarement, mais décrit quand même dans d'autres papiers, on propose de poser des sondes différentes en fonction du poids du patient. Chez les plus jeunes et les moins lourds, on propose plutôt la sonde siliconée et une sonde polyuréthane pour les plus grands. On essaie aussi de ne pas rester, de se positionner bien après le TRIDES. Alors ça a vraiment plus d'importance, et de ne pas rester juste avant l'angle de TRIDES pour éviter des traumatismes muqueux et pour éviter de favoriser les perforations. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Voilà, troisième modalité d'accès, c'est la jéjunostomie. Donc ça, c'est un accès direct au niveau du jéjunum, où on peut éventuellement envisager d'être 40 cm au-delà du TRIDES. Ça, c'est vraiment un dispositif pérenne qui est utilisé à demeure. La pose est classiquement chirurgicale, avec des sondes, des jéjunostomies en Y de roue, c'est ça, en oméga, ou encore avec recanalisation. Voilà, alors ce dispositif il serait réputé pour donner moins de complications péristomiales. En fait, les jéjunostomies chirurgicales, le vrai problème, c'est qu'il y a énormément de lésions cutanées et que l'appareillage est difficile. Il peut y avoir des poses radiologiques, mais qui sont plus hasardeuses, notamment sur le repérage de l'anse qui va être ponctionné, et des poses endoscopiques qui ne sont finalement pas très récentes non plus, avec des premières descriptions dès 2008. Les complications, on peut maintenant de plus en plus poser ces jéjunostomies endoscopiques, et puis maintenant de façon cellio-assistée. On va y revenir juste après, avec des complications qui finalement sont globalement toujours les mêmes complications que celles observées avec les autres techniques. On y rajoute quand même pour les jéjunostomies des risques de volvulus. Alors pour la pose cellio-assistée, c'est quelque chose d'élégant, enfin nous on trouve ça élégant en tout cas, donc ça nécessite vraiment une collaboration avec l'équipe de chirurgiens qui va s'installer pour faire la célioscopie, et puis l'endoscopiste va intervenir. D'abord en célioscopie, le chirurgien va repérer l'angle de TRIDES, va repérer l'endroit où idéalement la stomie devrait être située, et va mener l'anse grêle à la paroi. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas le son, parce que vous entendriez notre chirurgien nous demander de vérifier que c'est bien l'angle de TRIDES. Il le savait, bien sûr. Bien, moi. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? Où est-ce qu'on va se mettre? Alors, ici. Vous voyez, il repère, on voit. Ça me dérange si je la montre la télé, comme ça quand j'aurai ma tête là, vous verrez quand même. Oui, d'accord, je me mets en position. Ouais. Je vais me mettre à la tête ou sur le dos? Je vais me mettre là, il faut juste que je mette un peu là. Voilà. Ici, c'est fermé. C'est bon. Allez, tu peux jouer. Voilà. Et donc l'endoscopiste va jouer. Et il va donc ponctionner de dehors en dedans. Il va passer l'aiguille à travers la peau, la paroi de l'abdomen. On va la voir arriver, et finalement le chirurgien va enfiler l'anse sur l'aiguille qui va apparaître. Un bistouri froid. De toute façon, il faut ouvrir.
Il va donc appliquer l'anse sur l'aiguille, évidemment endoscopie sous contrôle de la vue, vérifie que ça rentre au bon endroit et que ça ne ça fait pas de part en part. Et ça, faut que tu le trouves après l'aiguille, tu vérifies qu'elle est bien. Il ne faut pas traverser, ça c'est pas évident. Une fois que cette étape-là est passée, finalement, le geste est comparable à la pose d'une gastrostomie selon la méthode Pool, c'est-à-dire de dedans en dehors, en tout cas pour l'endoscopiste. Alors, donne le film. Je vais voir. Bon, je vais avancer parce que je pense que le film complet y est en fait. Donc une fois que vraiment la lance jéjunale est posée au bon endroit, vous voyez ici, ça c'est ce que nous on a sous contrôle de la vue, on voit rentrer l'aiguille et puis ça c'est sous la célioscopie, nous on voit entrer l'aiguille, pardon, et puis l'endoscopiste va donc rentrer le fil qui permet qui va permettre de passer. Enfin, on rentre le fil, par l'aiguille qui a été insérée par le chirurgien, puis l'endoscopiste va aller la saisir au niveau de l'anse pour faire ressortir, voilà, va aller saisir le fil qui a été introduit de dehors en dedans et va aller le saisir pour sortir de l'enfant, hop, et puis pour pouvoir fixer la sonde comme ceci. Et puis ensuite, on va tracter tout doucement pour pouvoir voir apparaître d'abord l'aiguille qui va ressortir, puis le fil, puis la sonde, donc le fil, l'extrémité de la sonde qui est biseautée. Ici. Voilà, là on voit glisser la sonde. Ici, tout doucement. Alors je ne sais pas si vous entendez là, mais le chirurgien est un peu surpris parce qu'au moment de la traction, il y a quand même une petite résistance qui est normale. Il faut surtout être vigilant au moment du passage des voies aériennes supérieures pour ne pas léser avec la collerette et le fil tendu. Vous la voyez ? Voilà, la collerette qui va se positionner. Là, c'est ce que nous, on voit pendant l'endoscopie. Donc, on voit bien que la collerette est bien positionnée. Et dans ces cas-là, évidemment, il n'est pas nécessaire de vérifier la position puisqu'on est in situ et on sait qu'on est en bon endroit. Une fois que cette sonde est mise en place, donc c'est exactement la même finalement que quand on fait une gastrostomie en poule, on peut secondairement également la remplacer par un bouton. Et dans ces cas-là, on fait de la même façon que si c'était une gastrostomie et on vérifie ensuite par opacification qu'on est au bon endroit. Alors, les modalités d'alimentation en post-pylorique, une fois que la sonde est posée, quelle que soit celle qui est utilisée, la nutrition doit être prise dès que possible, sur 24 heures initialement, avec un isocalorique, puis on passe en hypercalorique pour essayer d'atteindre les apports souhaités, et on cyclise au cas par cas. Ici, un tableau qui est proposé par l'EBSGAN, avec des débits approximatifs qui peuvent être visés. En fait, en pratique, c'est vraiment du cas par cas. On a des patients qui vont tolérer de tout petits débits et puis d'autres qui vont pouvoir tolérer jusqu'à 100 ml/h, même si c'est du jéjunum. Il est vraiment recommandé de ne pas faire de bolus pour éviter justement les problèmes de tolérance. Les complications de cette modalité de nutrition sont les diarrhées, et donc il faut vraiment respecter l'osmolarité du produit utilisé, adapter le débit, parfois c'est juste parce que le débit est trop important, et veiller également à ce que le soluté soit à température ambiante. Ça peut donner des douleurs abdominales, des vomissements, finalement la symptomatologie d'un dumping syndrome, les signes cliniques d'un dumping,
qu'on crée volontairement, puisque la nutrition, c'est notre souhait déposé en poste pylorique. Puis au long cours, on chinte l'estomac, et donc il y a des risques de carence, essentiellement la carence en cuivre. Les autres carences, dont la carence en fer, finalement posent peu de problèmes, puisqu'il y a une adaptation du reste du grêle au long cours. L'administration des traitements peut être réalisée avec une sonde gastro-jéjunale, mais réellement, il faut éviter au maximum l'utilisation de l'embout jéjunal, parce que d'abord, on ne connaît pas la pharmacodynamie, la pharmacodisponibilité des traitements qui sont administrés dans le jéjunum. Il n'y a pas, a priori, de médicaments qui doivent être administrés comme ça. Il y a un risque d'effet indésirable local, d'effet caustique sur les muqueuses. Les galéniques ne sont pas adaptés. Et même si on essaie de dissoudre au maximum, par exemple, les gélules ou les poudres, il y a un énorme risque d'obstruction de sonde, et très régulièrement, finalement, on fait un changement de sonde parce qu'il y a eu une administration de traitement par l'orifice jéjunal. Si vraiment c'est inévitable et que le traitement est indispensable, à ce moment-là, on fait un traitement à la fois, avec un contrôle des taux et de l'efficacité de ce traitement. Alors un contrôle des taux s'ils existent, mais en tout cas un contrôle de l'efficacité, une surveillance de la tolérance et de la toxicité, dont la toxicité locale. Et puis on rince abondamment avant et après chaque traitement. Les complications donc directes liées au dispositif, je ne vais pas revenir, on en a parlé plusieurs fois. Des complications sévères qui sont rares, mais tout de même, on peut avoir des perforations, plusieurs épisodes d'invagination. On a aussi constaté un épisode de pancréatite au décours de la pose d'une jéjunale chez une patiente qui avait par ailleurs d'autres facteurs de risque, mais on ne peut pas éliminer que la sonde ait été responsable de la pancréatite. Et puis surtout, ce qui est vraiment dur avec ces sondes, mais qu'on peut gérer, sont les complications locales. Alors pour les sondes nasodiodénales, épistaxis, congestion nasale, pléo-ORL, que finalement on arrive à résoudre assez facilement, puisque c'est quelque chose de très temporaire. Et puis ensuite, pour les autres dispositifs, il y a une irritation péristomiale fréquente et importante. On utilise les IPP, des pattes protectrices, la patocastrant, qui peut être à la fois protectrice et à la fois être utilisée dans le cadre où il y a des lésions qui sont liées aux sécrétions biliaires. Il peut y avoir, notamment pour les boutons, un risque d'impaction du bouton dans la paroi, et donc il faut vraiment bien mesurer régulièrement l'épaisseur de paroi, notamment si on est efficace sur le plan nutritionnel et que le patient prend du poids, ce qu'on souhaite. Et puis il y a des risques d'infection péristomiale. Les soins de stomie, donc des soins locaux antiseptiques pendant 10 jours, pas de douche, pas de bain avant la chute des plots, si la méthode est une pause en un temps. On surveille évidemment l'évolution locale de la plaie, ça reste une plaie. Donc les plots d'ancrage tombent spontanément, normalement, dans les 3 à 4 semaines, mais comme on en a discuté hier, assez régulièrement on est amené soit parce qu'il y a un œdème ou une petite surinfection locale à les enlever plus tôt, soit même de façon systématique parfois au bout de 2 semaines. Pour les boutons, alors les agrafes, les plots d'ancrage, justement, une fois que les agrafes sont tombées, parfois il persiste un petit granulome comme ça, et on peut voir s'extraire l'encre de gastropexie. Alors c'est des fois un peu moins joli, hein. On peut voir s'extraire l'encre de gastropexie, et puis du coup c'est tout, hein. Faut juste prendre une petite pince à épiler, et puis elle sort toute seule. C'est pas, il y a des parents qui le, enfin moi je leur explique, il y a des parents qui le font tout seuls. Pour les boutons, quand on pose un bouton, il ne faut pas laisser le raccord branché en permanence, même si souvent dans les centres, c'est plus pratique en fait, ce qu'on entend parfaitement, mais le fait de laisser le raccord, c'est un facteur de risque d'arrachage du dispositif et puis de développement des bourgeons. La toilette, ça se fait simplement à l'eau et au savon, et on évite les pansements occlusifs. Cas d'irritation locale, application de pâte protectrice ou de patocastrant s'il y a des plaies. Les soins de bourgeons et d'évagination, donc on peut tester le nitrate, le nitratage au crayon d'argent. Alors ça fait quand même mal. Pendant longtemps, j'ai dit aux parents, mais non, vous inquiétez pas, ça fait mal, mais en réalité, ça fait pas mal, mais en réalité, si. On peut utiliser des pansements tulgras corticoïdes pour le bourgeon. Pour l'évagination, on peut éventuellement faire un pansement compressif pour réintégrer. Pour les fuites péristomiales, vérifier la taille de l'appareillage, qu'on draine bien, utiliser des pâtes protectrices. En cas d'obstruction de sonde, et ensuite c'est terminé, l'obstruction de sonde, généralement, elle est liée à des résidus alimentaires ou médicamenteux, des mélanges qui en fait ont précipité. Une fois que c'est là, il faut bien s'en occuper. Et donc ce qui fonctionne le mieux, c'est utiliser vraiment de toutes petites seringues, et puis d'injecter en faisant des mouvements de piston, des petites seringues pour avoir plus de pression. Certains utilisent, alors plutôt à l'eau tiède, certains utilisent de l'eau gazeuse. Il y a des équipes, même s'il n'y a pas de papier, qui disent c'est bien, c'est pas bien, qui utilisent du coca ou des extraits pancréatiques. Il existe, moi je ne l'ai jamais
utiliser des systèmes de désobstruction de sonde spécifiques. Il n'est pas recommandé, il est même recommandé de ne pas le faire, mais j'avoue qu'on l'a déjà utilisé, le fil guide pour essayer vraiment de désobstruer quand la sonde est en place. Et puis, quand même, assez régulièrement, une fois qu'elle est bouchée, finalement, on n'a pas d'autre solution que de procéder au changement. Pour éviter ça, il faut vraiment rincer l'embout jéjunal très régulièrement, 10 à 20 ml d'eau avant, après la nutrition et après le passage de chaque traitement. Il faut demander également des rinçages systématiques toutes les 6 à 8 heures. Vérifier la forme galénique des traitements qu'on injecte par l'embout jéjunal uniquement si cette modalité d'administration est inévitable. Et on utilise des solutés prêts de nutrition. On ne mélange pas, on n'utilise pas de préparation maison. Une autre précaution à prendre avec les sondes pour éviter notamment qu'elles se perforent à l'extérieur de l'enfant, c'est demander aux parents de ne pas les clamper. C'est clamper de fait puisque de toute façon elle est fermée. Mais souvent, surtout dans les centres, ils posent le clan et dans ces cas-là, c'est vraiment dommage de devoir la changer parce que le dispositif à l'extérieur de l'enfant dysfonctionne. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphanie de cet exposé excellente, brillante comme d'habitude, une note dévouée. Une question. Moi je commence par... Oui, Jérôme. J'ai été surpris de voir que vous utilisiez les solutés hypercaloriques dans des nutritions jéjunales. Nous, on a tendance à éviter au maximum. Alors, on évite. Parfois, on est obligé parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs et on teste. Ça passe ou ça casse. Mais c'est pas rare que ça passe. C'est pas rare du tout que finalement ce soit bien toléré. Parfois, en rallongeant l'administration. Mais il faut quand même admettre qu'on n'arrive pas souvent avec un isocalorique à assurer les apports du patient. Ou alors on continue, mais du coup ça les bloque, pas de kiné, pas de... Voilà, donc on teste. Une autre question. Juste une question, est-ce que c'est plutôt une méthode temporaire ou est-ce que généralement c'est des patients que vous laissez en nutrition jéjunale? La gastro-jéjunale ou la jéjunale? La jéjunostomie? Non, la gastro-jéjunale. Alors, j'ai l'impression qu'on change un peu de... Initialement, alors je parle sous couvert de M. Gautran qui est devant moi. Initialement, on posait la sonde et on se disait on ne la pose que quand on a une date de bloc, puisque l'indication était surtout avant une chirurgie nicène, attendre que l'enfant soit plus gros, qu'il se retape sur le plan respi. Et puis là, en fait, de plus en plus, on se rend compte, et d'ailleurs, c'est ce qui a été montré dans le papier, que parfois, quand on maintient cette nutrition, finalement, on peut retenter, d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec une enfant dans le service, on peut retenter de passer la nutrition en gastrique, et puis les choses vont mieux. Et puis, ça a été du temporaire en attendant un bloc qui, en fait, n'est pas nécessaire. Donc, voilà. On essaie quand même... Il y a des changements qui sont très facilement, qu'on peut réaliser en radio, sur guide, qui posent aucun problème. Bon, là, c'est pas gênant d'avoir quelque chose qui se prolonge plusieurs mois, plusieurs années. Ça pose question, mais c'est faisable. Il y a quand même des patients, ce sont des patients lourds, donc souvent pas complètement rectilignes. Et donc, le trajet n'est pas forcément non plus celui qu'on attend. Et il y a quand même pas mal de patients qu'on doit réendormir pour faire le geste. Et donc, c'est quand même... Voilà. Merci beaucoup. Juste une question technique. La pose par voie entre endoscopie et chirurgicale avec système de PU, là, vous repassez par voie endoscopique dans un mois, comme la pose de la gastrostomie, pour enlever la collerette ou non? On ne retire pas la collerette. Vous laissez en place Alors, soit on la tracte, on l'arrache comme ça. On ne fait pas la technique... ça sort? Pardon? Ça sort. Il faut tirer, mais ça sort. Comment? Non. Et Stéphanie, ensuite, vous remplacez avec un bouton de gastrostomie. Et t'as pas d'obstruction? Non. Avec le ballonnet? Alors, parfois on le gonfle pas, mais je suis pas certaine que ça ait une vraie incidence parce que finalement, il arrive un certain moment dans ton ballonnet, quel que soit le volume que tu mets dedans, il a le même diamètre. Néanmoins, il nous arrive de le gonfler qu'à 3 plutôt que 5 pour qu'il soit moins obstructif. Oui. Et t'as pas de fuite?
Je pense, non, c'est plutôt bien, ça se passe plutôt bien. Ouais. Après, on a pas mal de problèmes avec des patients qui sont en gastro-jéjunaux, on a pas mal de problèmes de stomie, mais à cause finalement de fuite gastrique. C'est finalement ça qui nous pose le plus de problèmes. Souvent, ce sont des patients qui ont un problème de vidange, et du coup, il y a un système de pression et ils dégoulinent, et c'est plutôt ça qui nous pose souci que la jéjuno elle-même. Une question au fond de la salle, là-bas. Oui, je voulais savoir dans quel délai t'envisageais, je ne sais plus, de mettre un bouton à la place de la sonde de jéjunostomie. Après 2 mois, comme avec une gastrostomie. Et puis il y avait aussi l'impression que les chirurgiens, ils avaient tendance à la laisser aussi longtemps qu'elle fonctionnait sans l'enlever. Il n'y a pas de... Alors, compte tenu des difficultés d'accès au bloc actuel, on ne se précipite pas pour mettre un bouton parce qu'il faut quand même endormir l'enfant. Oui. Et une fois que la sonde est en place, en fait, c'est vraiment une histoire de qualité de vie, de praticité. Mais ce qui est important, c'est le trou et l'endroit où il va. Hein. C'est remplacer une fourchette par une cuillère. C'est pas ce qui... Voilà. Pour nous, en tout cas. Pour le patient et la famille, c'est sans doute différent. Mais... Ok. Je voulais savoir si parfois finalement vous aviez fixé avec le petit fil au bout la jéjunale. Non, on n'a jamais. Et du coup, vous avez eu des cas d'invagination sans la fixation. Oui, nous on n'a jamais fixé. Ouais, ça. Et donc, est-ce qu'il y a des équipes qui Il y a des équipes qui fixent avec des clips. Ouais. Maintenant, faut quand même viser. Enfin voilà, moi je. Et puis quand les enfants sont petits, le clip en lui-même peut être obstructif. Enfin voilà, nous on ne les fixe pas. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphanie.